France Bleu Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. France Bleu, votre radio en Lorraine. Thierry Moser, mon invité de cette semaine, est un avocat dont tout le monde salue l'intégrité et la ténacité. Il a été avocat dans de très nombreuses affaires criminelles, et parmi celles-ci, 2 ont particulièrement touché les Lorrains. Le meurtre de 2 enfants à Montigny-lès-Metz en 1986, Maître Moser était alors avocat d'une des familles des victimes, et puis l'affaire Grégory, qu'il suit encore. Il est l'avocat des parents de Grégory Villemain, assassiné dans les Vosges en octobre 1984. Mais il est en fait bien plus que leur avocat, il est un ami de Christine et Jean-Marie Villemain, un couple admirable, dit Maître Moser. De cette affaire hors norme, vieille de 40 ans, mais qui n'est pas finie, il va nous dire pourquoi. J'en parle longuement avec lui dans la deuxième partie de l'émission. Avant cela, Thierry Moser m'accueille au cœur de Mulhouse, sa ville natale. Nous parlons notamment de ses débuts dans le métier et puis nous ouvrons une parenthèse magique au Musée national de l'automobile à Mulhouse, l'une des plus grandes collections de voitures au monde. Bonjour mon cher Thierry. Bonjour, comment vas-tu? Je suis heureux de te voir, c'est bien. On devait se mettre là, mais tu as un ami qui va nous abriter pour la séquence car il on a pleut. la chance, oui, c'est Louis Guilloson qui est un garçon adorable, voilà. On va le voir à l'instant. Eh ben on y va. Absolument, on y va, Allons-y. très bien. Louis, bonjour, comment vas-tu? Je suis très heureux. Bonjour Louis. Je suis très heureux de Enchanté. te présenter. Donc Comment Louis ça va? Guilloson. Ouais. Cette bijouterie, cette belle bijouterie existe depuis plus de 100 ans, Ouais. 105 ans ou 105 105 ans. Et Louis, c'est déjà la 4e génération. Et la clientèle de Mulhouse Ah ouais. est toujours emballée par ce commerce qui est Ouais. chaleureux et vraiment épatant. Et puis alors superbement bien placé, ici Tout à au fait. cœur du cœur de mais Mulhouse, c'est place ça. de la Réunion, Très belle place. qui est une très belle place. En tout cas, merci de nous Merci beaucoup, Louis. recevoir. Avec plaisir, Ça merci. fait plaisir. Merci infiniment. On va bavarder avec Thierry un peu plus loin. Très bien. Allons-y, merci Louis. Alors mon cher Thierry, on est chez Louis Guilloson, c'est une grande famille de Mulhouse, 4e génération. La famille Moser aussi, hein. Mulhouse est très 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 attachée à Mulhouse. Naissance à Mulhouse en 1950. Naissance à Mulhouse, 1950. Ouais. absolument. Et un papa avocat. Alors mon papa, André Moser, était le fils d'un paysan de Kems. Kems, c'est Ouais. un petit village pas loin d'ici. Et donc, il est devenu avocat. Il est né en 1910, il devient avocat donc dans les années 1935-1936, peu avant la guerre. Et effectivement, il va vivre des choses difficiles pendant cette époque de nazification Oui. outrancière. Il va défendre notamment des résistants. Et le procès de sa vie, c'est lorsque, avec des collègues alsaciens, il a défendu devant le tribunal de Bordeaux en 1953 des incorporés de force alsaciens-lorrains, Ouais. malheureusement impliqués dans ce drame atroce de Radour-sur-Glane. Qu'on avait appelé les malgré nous. Les malgré On nous. appelait les malgré nous. Et c'est une situation qui est hélas trop peu connue en Alsace et en Moselle. Thierry, quand on est un gamin, tu es un gamin de Mulhouse, on rêve tous à des choses. On rêve de devenir ceci ou de devenir cela. Alors le petit Thierry, avec des grands-parents paysans, un père avocat, il rêve de quoi lui? Ah, le petit Thierry, il rêvait quand même d'être avocat, parce que j'avais compris rapidement que c'est une profession indépendante. On est le maître à bord, on est le capitaine du bateau, donc ça me plaisait beaucoup. Et puis quand j'entendais les récits paternels, évidemment, j'étais enthousiasmé, et notamment ce procès de Bordeaux dont je parlais à l'instant. Donc tout ceci suscitait mon imagination, et voilà pourquoi je voulais devenir avocat. Parce que ce qui revient quand même le plus souvent quand on questionne, alors que ce soit tes confrères, que ce soit des magistrats, que ce soit mes confrères journalistes, c'est quand même le mot intégrité, honnêteté. Chez Thierry Moser, ça revient très très souvent.
Donc ça, tu l'as puisé dans ta famille aussi. Ça, je l'ai puisé chez mes parents, qui étaient vraiment des personnes formidables. Ensuite, j'ai été pensionnaire dans un interne, enfin j'étais interne dans une pension qui s'appelle Silisheim, c'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Ça rigolait pas à l'époque, on rentrait à la maison toutes les 3 semaines. On était soumis à une discipline très solide, hein, très costaud. C'était un petit peu le bagne, on disait c'est le bagne. Et finalement, on a râlé les copains et moi, mais au jour d'aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis que ce Silisheim m'a apporté quand même beaucoup de bonnes choses dans mon existence. Alors tu sais Thierry, que dans cette émission qui est diffusée en Lorraine, on sort assez peu de notre périmètre. On est sorti récemment pour rencontrer Franck Leroy dans sa ville d'Épernay, le président de la région. On vient ici en Alsace, on est allé en Belgique, au Luxembourg. Il y a plein de très belles choses à voir dans cette ville de Mulhouse qu'on recommande, mais j'aimerais quand même savoir, la Lorraine, elle renvoie quoi chez Thierry Moser? La Lorraine, chez Thierry Moser, j'y suis attaché. J'y suis attaché d'abord parce que j'ai un ami à Metz. D'ailleurs, je serai prochainement à Metz pour un forum du livre. Mais j'ai un ami qui s'appelle Gilbert Thiel, qui est un magistrat retraité, qui est un homme délicieux, qui a, comment dirais-je, un tempérament fabuleux, qui a fait plein de bouquins absolument plus passionnants les uns que les autres. Et puis, j'ai aussi vécu des procès très intenses à Metz, à la cour d'assises de Metz, notamment le procès contre Francis Holm, le routard du crime, qui a été condamné après moult années pour le crime de Montigny-lès-Metz de 1986, si je ne me trompe pas. Alors, on en reparlera évidemment. On va reparler aussi de l'affaire Grégory, qui a beaucoup marqué les Lorrains et bien au-delà. Bien au-delà. Je voudrais qu'on évoque, avant de rejoindre le musée de l'automobile, Cécile Kohler, parce que tu es l'avocat, hein, c'est ça? Je suis l'un des avocats. L'un des avocats. C'est l'une des dernières otages françaises retenues. 3 otages français donc, en Iran. Donc Cécile, une jeune femme de 40 ans, grosso modo, son compagnon qui est également retenu comme otage, et une 3e personne. Et maintenant, c'est malheureux, donc Cécile et son compagnon subissent plus de 200 jours de détention dans des conditions atroces, et il est très difficile de faire bouger les choses. On s'y emploie, mes collègues et moi, nous sommes 3 avocats pour la famille Kohler. C'est très difficile et c'est très douloureux, et je pense notamment au calvaire subi par les parents de Cécile, qui ne vivent plus depuis l'incarcération abusive et injustifiée, aucun fondement sérieux, de leur fille. Et donc c'est un poids sur les épaules de mes 2 collègues et de moi-même. On va poursuivre, on va aller au musée de l'auto. On va remercier Louis de son accueil. Oui, on va remercier Louis Diosson pour sa gentillesse. Sa gentillesse, son accueil. Oui, bien sûr. Et puis on se dit à bientôt, et on se dit nous à tout de suite. Et nous, on y va. On va continuer. Voilà, très bien. Voilà Mylène. Qui nous attend ça. Bonjour Mylène. Bienvenue, ça va bien? Bonjour Mylène. Merci de nous recevoir aussi gentiment. Je ne vous présente pas Maître Moser, que tout le monde connaît évidemment. Ça, c'est excessif. On est sur la route de Maître Moser. C'est ça. Cette semaine. Un mot Thierry quand même, puisqu'on est au musée Cité mondiale de l'automobile, hein, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça, le musée national de l'automobile. J'étais pas loin. C'est ça. En 1972, tu démarres ta carrière d'avocat. Tu as ton permis de conduire un peu avant, j'imagine. Oui. Tu te souviens de ta première voiture? Très bien, c'était une Coccinelle 1303 S. Ah oui. Et malheureusement, peu après l'acquisition, il y a une dame à Mulhouse qui me refuse la priorité, qui emboutit ma voiture. J'étais malade. J'imagine. J'étais malade. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici avec cette... Alors, je ne sais pas si c'est de la nostalgie concernant Thierry, mais avec de la nostalgie du temps passé, qui viennent rechercher leur voiture ancienne? Tout à fait. On a vraiment cette cible de visiteurs qui viennent pour redécouvrir les voitures de leur enfance, les voitures de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et ça leur permet de remémorer des souvenirs, justement, d'enfance. Quand on dit le plus grand, j'ai lu le plus grand musée, c'est en nombre d'automobiles ou c'est quoi précisément? On est la plus belle collection automobile du monde. Et on a environ 450 voitures exposées au sein de la collection, 200 en réserve. Mais quand vous parlez de la plus grande collection, c'est la plus grande collection Bugatti du monde. Alors c'est quand même, on ne peut pas être ici sans parler des frères Schlumpf. Tout à fait. Parce que ce sont eux les fondateurs
collectionneur privé. Ça a un peu terminé en autre boudin, cette histoire, quand même. Tout à C'était fait. compliqué. Judiciairement. Judiciairement, C'est ça, c'était compliqué, la exactement. fin. Hein. Totalement. Exactement. Mais tu as des souvenirs parce que Oui, j'étais jeune avocat, je suivais avec passion ces procès. Puis je voyais arriver des grands ténors qui plaidaient pour les frères Schlumpf, notamment Paul Lombard. Ah ouais. J'étais ébahi et puis j'étais admiratif et puis je suivais ça avec passion. Ah ouais, ouais. 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 Avec, quand on pense automobile, musée, alors on voit cet alignement de voitures, on est vraiment extrêmement ébloui. Hein. Moi, je me souviens, je suis venu gamin ici, mais c'est le même éblouissement. Mais aujourd'hui, ça a évolué. C'est-à-dire que vous avez C'est vraiment ça. plein d'animations, il y a beaucoup de choses qui se font. On peut même ça. privatiser, j'ai appris. Tout à fait, on peut privatiser des espaces. On a des espaces comme ceux que vous voyez ici, mais également des espaces cachés dans une ambiance un peu années 30. On a plein d'animations qui agrémentent la visite, on a de la réalité virtuelle, on a une voiture tonneau pour faire de la prévention routière, on a une voiture manivelle pour démarrer une voiture comme à l'époque, et plein d'autres choses. Ensuite, on fait également des expositions temporaires tout au long de l'année. Donc, il y a plein de choses à venir découvrir, effectivement. Pour un nombre de visiteurs quand même assez impressionnant, annuellement. Oui, on est environ sur du 250 000 visiteurs par an. Ouais, Donc, on en est assez fiers. Ce qui est quand même impressionnant. Thierry, pour toi, le Mulhousien d'origine, ça renvoie aussi à la grande histoire industrielle de Mulhouse. Hein. Absolument, oui. Mulhouse a vécu du textile, de la potasse également, de la mécanique. Enfin, Mulhouse a eu son heure de gloire. Malheureusement, les choses ont un petit peu diminué. Mais c'est vrai que quand on est mulhousien, ce qui est mon cas, on est fier de sa ville, Oui, c'est ça. on aime sa ville, Oui. on aime sa ville et je n'aimerais pas habiter ailleurs qu'à Mulhouse. Un dernier mot, parce que j'ai oublié, puis on va poursuivre sur la route de Thierry Moser. On va à l'hôtel du Parc, qui est aussi lié aux frères. Sympa, frères mais oui, Schlum. tout à fait, ouais. Un dernier mot, Mylène, parce que j'ai oublié, c'est aussi la grande histoire des Bugatti, ici, qui est liée à l'Alsace, ce musée. Oui. Avec les Bugatti, donc on en a plus de 150 environ exposés, donc Ah ouais. une grande collection, voilà. Et on a surtout des bijoux dans cette marque-là, dont les Bugatti Royal. On en possède 2 au musée de l'automobile et il n'y en a eu que 6 qui ont été produites, donc c'est quand même quelque chose Extraordinaire. d'extraordinaire, tout à fait. Et celle d'Ettore Bugatti. Oui, nous l'avons justement, c'est une de nos Bugatti Royal, la Coupé Napoléon, c'est ça. C'est celle que vous empruntez pendant le week-end. Voilà, c'est ça exactement. Vous savez, 6 mètres de long, c'est simple à conduire. Très bien. Et si on allait la voir, cette Bugatti? Allez, avec Allez. plaisir, je vous y emmène. Et voici la fameuse Bugatti Ah ouais. Royale, celle d'Ettore C'est Bugatti. fabuleux. Elle est C'est vraiment fabuleux. fabuleuse. Elle est géniale et elle est fabuleuse. très moderne pour une voiture des années 30. Je trouve qu'elle a ce truc moderne, le fait qu'elle soit bicolore. Et puis un raffinement extrême, quoi. Exactement. On voit. C'est extraordinaire. En tout cas, encore un grand merci, Mylène. Avec Un plaisir. immense merci à pour vous. votre gentillesse. Merci Merci à vous d'être beaucoup. venu et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Et nous, cher Thierry, on poursuit. On poursuit. On y Très va. bien, avec plaisir. Nous y voilà à la fin, cher Thierry. On est à l'hôtel du Parc, très très bel hôtel du Parc. C'est aussi d'une certaine façon un des monuments de cette ville. C'est la continuation de l'affaire Schlumpf, Ouais, puisque c'est cet ça. hôtel appartenait autrefois aux frères Schlumpf. Ah oui, c'est ça. Donc c'est vraiment un très 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 beau Nous sommes monument. dans la logique de notre visite Oui. au musée de l'auto. On est logique. On va revenir sur ta carrière d'avocat, donc de 1972 à 2019, si je me trompe pas. 2020. 47 ans d'activité professionnelle. Mais il y a une continuation. On va le voir. On va le voir tout de suite. D'abord, en jetant un œil sur ces années d'avocat, le meilleur souvenir. Le meilleur souvenir, peut-être le procès aux assises de Colmar de juin 1973. C'est le seul procès que j'ai eu le plaisir, l'honneur, la joie de plaider aux côtés de André Moser, mon père, et maître de stage à l'époque. C'était une affaire criminelle lourde, c'était ma première affaire d'assises. J'étais avocat depuis quelques mois seulement. Nous étions en été, il faisait une chaleur torride, et j'ai confondu
mon costume bleu d'hiver et mon costume bleu d'été, tellement j'étais angoissé. Et alors en plus de ça, ma famille et ma belle-famille, parce que j'étais un jeune marié à l'époque, voulaient venir assister à ce procès. Donc ça me contrariait, ça m'intimidait. Et puis finalement, ça ne s'est pas trop mal passé. C'est drôle. Alors, est-ce qu'on peut dire, tu vas nous le dire tout de suite, quand tu arrives dans l'affaire Grégory, en 1985, c'est l'inculpation, c'est au moment de l'inculpation de Christine Villemain. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est le plus mauvais souvenir de ta carrière? Un très mauvais souvenir, un très mauvais souvenir. J'arrive là, effectivement. Je suis avec Henri Garot, un avocat parisien. Et puis, je fais la connaissance donc, de Christine Villemain. Je vois une jeune femme qui est désemparée, désespérée. Elle sait ce qui l'attend. Et elle est donc escortée par les policiers du SRPJ, le service régional de police judiciaire de Nancy, qui ont l'air arrogants. Ils triomphent parce que depuis quelques semaines déjà, ils s'emploient à démontrer que la maman de Grégory est coupable et que par conséquent, Bernard Laroche, le premier inculpé, serait tout à fait innocent et que de ce fait, les gendarmes auraient payé lourdement tribut à l'erreur. Donc ils sont arrogants. C'est un peu la consécration de leurs efforts. Et alors nous allons entrer dans le bureau du juge d'instruction. Ce juge d'instruction qui est Jean-Michel Lambert, à l'époque, il a 5 ans, 6 ans d'activité professionnelle. C'est pas un bleu, c'est pas un débutant. Il est assis, il ne lève pas les yeux de ses papiers et il me donne l'impression d'un gamin qui est pris en faute et qui a mauvaise conscience. Il ne nous regarde pas, ni Madame Villemain, ni Henri Garot, ni moi-même. Il a l'air honteux. Et à ce moment-là, il va prononcer ces paroles absolument inouïes. Il va dire « Madame, je me lance, je crève l'abcès, je lève l'hypothèque, je vous inculpe ». Enfin, c'est une façon absolument totalement déraisonnable de prononcer une inculpation. Madame Villemain hurle, elle est révoltée, elle est d'ailleurs enceinte à cette époque-là, elle va accoucher quelques semaines plus tard, fin septembre 1985. Et puis, donc, immédiatement, Henri Garot et moi, nous déposons une demande de mise en liberté sur le bureau du juge qui a non seulement ordonné l'inculpation, mais encore l'incarcération. Et c'est comme ça que démarre, pour moi, ce dossier. Et à ce moment-là, nous partons, Henri Garot et moi, à Nancy, à la prison Charles III de Nancy, et je fais la connaissance de Jean-Marie Villemain, le mari de Christine. Nous lui annonçons ce qu'il sait d'ailleurs déjà de par les radios. Il est effondré et c'est ce jour-là, 5 juillet 1985, que je fais, je l'ai dit, la connaissance de ce couple magnifique qui est devenu au fil des années des amis. Et tu entres donc dans cette affaire, on va y revenir, c'est l'inculpation, l'incarcération de Christine Villemain, c'est une bombe. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'il est en train de se passer. Et a posteriori, on se rend compte que c'était une folie complète. C'était une folie complète. Elle est complètement blanchie, il faut le dire, en 93. En 1993, le dossier a été dépaysé, délocalisé à Dijon, suite à un arrêt de la Cour de cassation. Un magistrat de grande qualité qui s'appelle Maurice Simon a géré le supplément d'information. Il a énormément travaillé, il s'est tué à la tâche. Et finalement, grâce à M. Simon, qui a sauvé le dossier, nous arrivons à cet arrêt de février 1993 qui proclame l'innocence absolue et indiscutable de Christine Villemain et qui indique que le premier inculpé, Bernard Laroche, eh bien, il présente un profil qui pose question. Alors, toi qui es très proche de Christine et Jean-Marie Villemain, devenu... des amis. Un ami, voilà. Des amis. Je crois même que Jean-Marie parle d'un frère en parlant de toi dans sa préface. C'est très touchant. Un ami. La question qu'on se pose, nous... Alors, peut-être tu n'auras pas la réponse complète, mais... Des années comme celle de 85, mais il y a eu 93 aussi, inculpation, incarcération, procès, etc. Comment un couple tient comme ça? L'amour. Ouais. L'amour, l'attachement l'un à l'autre, le fait de promouvoir dans l'existence ce qui est important. Et qu'est-ce qui est important dans une existence humaine? C'est la rectitude, c'est l'honnêteté, c'est d'être fidèle à soi-même, d'être... comment dirais-je, oui, fidèle à soi-même, c'est ça qui me paraît important. Ils se sont jurés fidélité quand ils se sont mariés, ils étaient tout jeunes, ils ont eu cet enfant Grégory qui était le fruit de l'amour, qui était leur enfant chéri, et ils n'ont pas fléchi devant les épreuves, ils ont su
redémarré. Ils ont su ensuite fonder une famille sans oublier un seul instant pour autant Grégory. Ils ont eu 3 enfants. Ils ont des petits-enfants. Ce sont des gens qui s'aiment tendrement. Et lorsque je les vois aujourd'hui, je suis encore ému en voyant leur attachement l'un à l'autre. C'est tout à fait exceptionnel et c'est une leçon pour moi-même. On va faire une toute petite pause, on va passer un extrait d'une archive de Vosges Télévisions. On est en 1993 et il y a un responsable de la diffusion de la presse qui évoque le nombre de ventes de journaux à cette occasion. Question en fait, l'affaire Grégory fait-elle toujours aussi vendre? Depuis un mois que dure le procès de Jean-Marie Villemain, il n'est pas une seule audience que nos quotidiens régionaux n'aient pas relaté, certes dans le souci premier d'informer, mais a priori sans rencontrer, à part quelques frémissements, les mêmes ventes des tout débuts de l'affaire, hormis pour une certaine presse. Je pense que pour des titres bien spécialisés tels que Détective, Ici Paris, France Dimanche, on enregistre des ventes supplémentaires de l'ordre de 30 à 40%, même maintenant. Bien sûr, rien n'est comparable au début de l'affaire, il y a 7 ou 8 ans, où là, je me souviens, quand Match avait mis sur sa couverture la dépouille mortelle de M. Laroche, là, on avait multiplié par 4. On entend les chiffres là, plus 30, plus 40%, Paris Match au début de l'affaire, multiplié par 4 les ventes. Je t'ai entendu des fois, ou je t'ai lu, je ne sais plus, dire, dans cette affaire Grégory, il y en a qui sont venus, alors je ne parle pas de cette presse précisément dont on parle dans ce reportage, mais il y en a précisément qui sont venus pour se faire du fric. C'est le cas de le dire, un journaliste de la région, très implanté, très actif et très puissant médiatiquement, me dit ceci, les yeux dans les yeux. Vous savez, Moser, moi, tout ce qui m'intéresse dans ce dossier, c'est de gagner du pognon grâce à ce gamin. J'avais envie de lui flanquer ma main dans la figure. Malheureusement, j'ai été bien élevé, je ne suis pas passé à l'action, mais je ressens pour cet homme beaucoup de, comment dirais-je, je dirais de mépris. C'est tout à fait méprisable de tenir des propos de cette nature. Et je voudrais dire aussi qu'au moment du procès de Jean-Marie part devant la cour d'assises de Dijon, fin 1993, des journalistes sont venus. Je pense à Laurence Lacour, je pense à Isabelle Béchler de France 2, et qui ont tenu des propos très sévères sur certains confrères. Et vous savez certainement que ces jours-ci, une bande dessinée éditée par les Arènes a été publiée et comporte une postface de Jacques Expert, qui était à l'époque donc le correspondant de France Inter. Et dans cette postface, Jacques Expert dit tout le mal qu'il pense de certains journalistes. Et ça, c'était également une abjection de voir donc non seulement le magistrat incompétent, les policiers très peu scrupuleux, certains journalistes qui étaient absolument très peu scrupuleux également. Donc il y avait là toute une addition de, comment dirais-je, d'événements qui faisaient désespérer, je dirais même, de l'espèce humaine. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on va un peu vite, parce que le format est forcément réduit. Octobre 2024, 40 ans après, on en est où? Est-ce que Maître Moser croit qu'un jour on peut découvrir la vérité? Oui. Est-ce que les parents de Grégory Oui, moi je suis, on va dire, raisonnablement optimiste. Je ne suis pas un grand naïf, mais je suis raisonnablement optimiste. Pourquoi? Parce que nous avons un arrêt de Dijon du printemps 2024 qui ordonne encore des expertises génétiques et qui demande également la réalisation d'une étude de faisabilité dans le domaine vocal. Ah oui. Je pense que toutes ces investigations pourraient peut-être nous permettre d'avancer. Je le crois. D'autre part, j'ai un autre espoir, qui est peut-être un petit peu naïf aussi, je ne sais pas. Je suis convaincu que s'agissant d'un crime familial dans un village, je suis convaincu qu'il y a des gens qui savent des choses, qui ont des informations, qui ont été dissuadés de s'exprimer jusqu'à présent, pour différents motifs, et notamment suite à des intimidations ou des menaces. Et je voudrais espérer que ces gens-là, qui pourraient nous aider à avancer, veuillent bien enfin se décider à livrer à la justice les informations qu'ils pourraient posséder. Un dernier mot, on n'a pas eu le temps de parler. Tu as été avocat dans le cadre de nombreuses autres grandes affaires. Je pense à l'affaire qu'on appelle l'affaire Francis Holm, des enfants tués à Montigny-lès-Metz. Je pense à l'affaire Fourniret, aussi Fourniret-Olivier, faut-il dire plus précisément. Le couple diabolique. Le couple diabolique. D'ailleurs, je précise que le procureur qui a dirigé l'enquête, c'est comme ça qu'on dit, de l'affaire Fourniret-Olivier,
Francis Narbart sera mon invité Ah prochainement. ben, j'en suis très heureux. J'aime beaucoup l'émission. M. Narbart, je Ouais. l'ai beaucoup apprécié. Il s'est battu avec beaucoup de panache au moment donc, du procès à Charleville-Mézières. Ça, c'était en 2008. Oui, 2008. Ce procès a duré plusieurs semaines. Il était difficile, il était éprouvant. Nous étions confrontés, mes confrères de la partie civile et moi-même, à l'horreur absolue. Nous étions face à l'inaffectivité totale, l'indifférence du coupable, et enfin des coupables, du couple diabolique. Et c'était vraiment, c'était glaçant. Et je suis d'ailleurs sorti vraiment glacé, secoué par ce procès. Il m'a fallu un peu de temps pour m'en remettre. Mais Thierry, 250 procès d'assises, je crois, Oui. dont à parité un défenseur pour des Oui, victimes, oui. défenseur pour des, Oui. pour des accusés. Comment est-ce que, tout simplement, est-ce qu'il arrive d'établir une hiérarchie dans l'horreur? Je dis mon sentiment. Fournier et Olivier, pour moi, c'est le comble de l'horreur absolue, tu disais. Est-ce qu'il y a une hiérarchie de l'horreur? Est-ce qu'à un moment, on ne relativise pas un certain nombre d'autres affaires? Personnellement, je me sens incapable de faire une hiérarchie dans l'horreur. Quand je pense à différents dossiers, je pense au désarroi, au chagrin, à la peine intense des familles des victimes. Je ne peux pas quantifier cette horreur et je ne peux pas effectivement établir une hiérarchie. Je ne peux pas répondre mieux à ta question. Oui, non, mais je comprends. On va terminer sur une question que j'ai l'habitude de poser à mes invités. On a fait une très belle balade à Mulhouse avec toi, Thierry, vraiment merci. Tout simplement, es-tu un homme heureux aujourd'hui? Oui, je suis un... Mais je veux savoir pourquoi. Oui, parce que je suis un enfant gâté. Enfin, je suis un enfant Ouais. gâté. D'abord, j'ai eu des parents sensationnels. Ouais. J'ai une épouse qui veut bien me subir depuis maintenant plus de 50 ans. C'est quand même un exploit extraordinaire. J'ai un cercle d'amis. Ouais. J'ai des enfants. J'ai des petits-enfants. J'ai été gâté dans ma vie professionnelle. Gâté, si l'on peut dire. Mais j'ai quand même un petit regret. Il y a des choses que, quand j'y pense, j'aurais aimé faire autrement ou que j'aurais aimé faire mieux. Ouais. Mais oui, je suis un enfant gâté. Et puis, au soir de ma vie, je suis au soir de ma vie, je pense à tout cela. Et j'ai essayé de raconter un petit peu tout ça dans mes 2 bouquins, d'ailleurs, de ramasser différents souvenirs. Et je regarde en arrière, mais sans nostalgie excessive et avec joie, avec bonheur. Merci d'avoir signalé. J'avais prévu d'en parler et ça m'a échappé. Tu as écrit 2 livres, un en 2021, Paroles d'avocat. Oui, qui concerne la justice criminelle. Ouais. Préfacé ou postfacé par Jean-Marie Alors, Villemain? postfacé Facé par par Jean-Marie Jean-Marie, qui a fait une merveilleuse préface qui m'a beaucoup touché. Et puis un deuxième bouquin qui s'appelle Mes procès insolites, dans lequel je retrace la justice correctionnelle, les délits. Ouais, c'est passionnant. Moi, je les ai lus. Ils sont en librairie parce qu'ils sont récents. Merci. Merci beaucoup, cher Vianney. Thierry Merci Moser. beaucoup Vianney. Merci, ça m'a beaucoup fait plaisir de pouvoir m'exprimer. Merci. For you, my friend. France Bleu Lorraine craque pour l'émission Sur ma route sur Moselle TV et Vosges Télévisions. France Bleu, votre radio en Lorraine.